Je suis né à Saint-Tropez, qui est le village des étoiles du cinéma. Et très vite, je me suis aperçu que c'était aussi très intéressant d'étudier les étoiles du ciel, parce qu'en fait, ça nous permettait de répondre aux grandes questions sur l'origine de l'univers, l'origine de la vie. Donc j'ai fait des études d'ingénieur en aéronautique et technique spatiale, et ensuite un doctorat en astrophysique, puis un post-doctorat à l'Observatoire de Turin, et je me suis présenté pour avoir un poste au CNRS, qui est donc le Centre national de la recherche scientifique en France. Et c'était à la fin des années 90, en 99. Et maintenant, je suis donc directeur de recherche au CNRS, basé à l'Observatoire de la Côte d'Azur, où j'ai commencé ma carrière à Nice. Alors, mon doctorat en astrophysique, en fait, était sur le sujet de l'origine et l'évolution des astéroïdes qui croisent la trajectoire de la Terre. C'était dans les années 90, on avait très peu de connaissances sur leur comportement dans l'espace, sur leur provenance, d'où ils viennent, et aussi sur leurs évolutions qui peuvent parfois conduire à tomber sur Terre. Donc du coup, j'ai développé des méthodes de calcul qui permettent de calculer leur trajectoire, de calculer les probabilités qui nous tombent dessus, et aussi de déterminer d'où ils viennent et pourquoi est-ce qu'on a cette population qui parfois peut représenter un danger. Donc c'était vraiment les premières études consacrées à ces petits corps qui croisent la trajectoire de la Terre. En fait, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est qu'en 1996, j'ai étudié l'évolution d'un gros géocroiseur, donc un astéroïde qui croise la trajectoire de la Terre, qui s'appelle Eros, qui fait une vingtaine de kilomètres de diamètre. Et dans un des calculs que j'avais fait, je trouvais une collision avec la Terre dans 1 million d'années. Alors certes, dans 1 million d'années, c'est beaucoup, mais quand même, trouver une collision avec la Terre, c'était quand même intéressant, d'autant plus que la NASA lançait une mission vers cet astéroïde au même moment. Donc la NASA était très intéressée par mes travaux. Moi j'étais tout jeune et je reçois un email de la NASA disant on veut avoir des connaissances de vos travaux. Ils m'ont invité au lancement. Et à partir de là, d'ailleurs, les télévisions ont commencé à s'intéresser à m'interviewer parce que c'était quand même étrange que pour une fois on ait un chercheur qui calcule une probabilité de collision alors qu'on voyait ça dans les films avant, et là c'était la réalité. Donc du coup j'ai continué à m'intéresser à ça parce que je voyais qu'il n'y avait pas en fait beaucoup de gens qui travaillaient sur cette thématique des astéroïdes. On avait la chance d'avoir les premières missions spatiales qui étaient lancées vers ces petits corps et qui nous ont révélé qu'au lieu d'être des tout petits points lumineux ou des cailloux ennuyeux, ce sont de véritables petits mondes géologiques d'une grande diversité. On a des tailles qui vont du mètre à 900 km. On a des formes qui vont de formes de sphères à des cacahuètes, à des corps très allongés. Et on a aussi sur un astéroïde des tas de structures comme des avalanches, des cratères, etc. Et ayant vu ça, dès les premières images qu'on a eues à la fin des années 90, je me suis dit mais c'est génial. En fait, ces objets nous racontent une histoire du système solaire. Et donc c'est vraiment très important de les étudier, d'autant plus que ce sont les restes des briques qui ont formé les planètes et qui n'ont pas été capturés au moment où les planètes se sont agglomérées et se sont parquées entre Mars et Jupiter. Et ils ont un avantage, c'est que par rapport aux planètes qui sont très grosses, donc leur matériau s'est chauffé, s'est transformé chimiquement, les astéroïdes, eux, sont restés suffisamment petits pour avoir gardé la mémoire de la composition initiale du système solaire. Donc en les étudiant, on remonte le temps et on peut ainsi fabriquer le gâteau qui est devenu le système solaire à partir de la bonne recette de cuisine. Et donc, à cause de ça, j'ai été évidemment très intéressé. Et par ailleurs, comme certains représentent un risque d'impact, l'Agence spatiale européenne a été une des premières à s'intéresser, à savoir que faire avec une mission spatiale pour s'en protéger. Et donc, j'avais été sollicité avec 5 autres collègues européens pour élaborer un panel pour recommander des missions à l'Agence spatiale européenne, et c'est d'ailleurs une des recommandations qui a finalement abouti aux missions DART et Hera. L'Observatoire de la Côte d'Azur, en fait, s'intéresse à tout ce qui concerne l'origine et l'évolution du système solaire, et dans le groupe de planétologie d'un des laboratoires, on étudie les petits corps, et donc aussi bien le volet observation, c'est-à-dire détection des astéroïdes potentiellement dangereux, que le volet prévention, élaborer des missions pour les étudier ou pour les dévier, ces études-là sont au cœur des études faites à l'Observatoire de la Côte d'Azur depuis très longtemps. Donc en fait, historiquement, l'Observatoire est vraiment très impliqué. Et donc dans Hera, j'ai la responsabilité scientifique de l'équipe scientifique qui accompagne le développement et les opérations et l'analyse des données d'Hera. Donc c'est extraordinaire parce qu'on a des scientifiques européens, puis maintenant rejoints par des Japonais, des Américains, absolument extraordinaires. On a une atmosphère géniale. On travaille tous de façon passionnée et de façon
très bienveillante entre nous. Donc ce sont des aventures, les aventures spatiales qui sont en même temps technologiques et scientifiques, mais aussi humaines. Parce qu'on travaille ensemble sur des années hein, pour faire ERA. On a mis 20 ans en tout depuis les premières études à l'ESA. Et donc, on fait notre carrière ensemble. Et il y a vraiment ce côté humain qui est essentiel pour arriver. Parce qu'on cherche à relever de tels grands défis que pour y arriver, il faut vraiment qu'on puisse travailler sans souci de bataille d'ego et vraiment dans une atmosphère où on est tous à fond avec la même ambition. Et là, on a vraiment ça dans ERA et l'Observatoire donc a la responsabilité scientifique de la mission. La mission ERA est extraordinaire parce que d'abord, c'est la première mission qui envoie une sonde et 2 CubeSats, donc 2 mini-satellites, dans l'espace profond pour étudier un astéroïde. Ça n'a jamais été fait. Donc déjà, simplement ça, c'est extraordinaire parce qu'il y a ce côté challenge d'arriver à faire communiquer 3 éléments entre eux qui sont à proximité d'un petit corps. Et puis moi, ce que j'attends, c'est de voir à quoi ressemble cet astéroïde sur lequel la mission DART de la NASA a tapé. Parce qu'en fait, pour l'instant, d'après les données qu'on a, il y a plein de solutions possibles. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'on pourrait se dire « Ah bon, on va voir un objet dont on a déjà des images par une autre mission. » Non, non, parce qu'entre-temps, cette mission, elle a tapé dessus et donc l'objet, il a complètement changé. Donc on va découvrir quelque chose de complètement nouveau. On aura certainement des surprises parce qu'on fait des tas de prédictions, mais en fait, on ne sait pas vraiment. Et c'est ça le rôle d'ERA. C'est le détective qui retourne sur la scène du crime pour nous donner le résultat, faire l'enquête de savoir ce qui s'est passé. Et moi qui ai eu la chance de participer à de nombreuses missions vers les astéroïdes, je peux vous dire que la première fois que vous avez une première image d'un nouveau corps, en fait, que vous n'avez pas vu avant, c'est un moment d'émotion incroyable. Parce que vous passez du stade des hypothèses que vous avez dans votre tête sur ce à quoi ressemble le corps et la réalité. Et sachant que ce sont des images qui proviennent de centaines de millions de kilomètres de la Terre. Et ça, c'est un moment que j'attends avec impatience et qu'on va vivre avec toute l'équipe en fusion. Et ça, c'est des moments uniques dans le spatial. Donc j'attends d'avoir la première image d'Dimorphos, qui est la cible de cette mission, pour voir à quoi il ressemble maintenant qu'on a essayé de le dévier. Et puis aussi d'avoir des connaissances sur sa structure interne, puisque dans ERA, pour la première fois, avec un radar, on va sonder l'intérieur d'un astéroïde. Et là encore, on a des tas d'hypothèses dans notre tête. On a vu la surface de l'astéroïde donnée par la caméra de la mission DART, qui semble montrer plein de gravier et de cailloux. Mais est-ce qu'à l'intérieur, il est aussi plein de gravier ou de cailloux, ou alors est-ce qu'à l'intérieur, il y a un gros rocher sur lequel reposent ces cailloux? Tout ça a des conséquences énormes sur notre interprétation de ce qui s'est passé avec l'impact de DART et aussi sur la formation des astéroïdes doubles, puisque la cible de ERA, c'est en fait 2 astéroïdes, un qui tourne autour de l'autre, un mini-système Terre-Lune, et on a des modèles pour former ces lunes dont la structure interne dépend, et donc en ayant cette connaissance, on va pouvoir raffiner ces modèles. Donc l'avantage, c'est qu'on va faire ERA pour protéger la planète d'un impact d'un astéroïde, mais aussi faire beaucoup de science, parce que ces astéroïdes sont à la fois nos ennemis du fait qu'ils représentent un danger de temps en temps, et nos amis, parce qu'ils nous renseignent sur toute l'histoire du système solaire. Et donc ERA va en fait nous faire avancer dans nos connaissances dans ces 2 domaines, et ça c'est génial.